Donald Trump a signé l'interdiction du dollar numérique alors que l'Union européenne mise sur l'euro numérique. Pourquoi ces choix différents? Quelles sont les visions derrière? Quelles implications dans le futur? Et est-ce que l'UE ne serait pas en train de complètement rater le virage vers la finance décentralisée? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour à tous, je m'appelle Johan et je développe Crypternon pour comprendre comment la finance décentralisée, la blockchain et les contrats intelligents vont transformer notre monde. Les États-Unis ont fait le choix d'interdire la création d'un dollar numérique centralisé et ils parient sur les stablecoins privés pour des raisons politiques et économiques. Politique parce qu'une monnaie numérique centralisée va à l'encontre des valeurs du Parti républicain qui craint qu'il puisse devenir un outil de surveillance généralisée, de contrôle des dépenses et de risque de gel arbitraire dans les mains de l'État. Ils défendent une vision libertarienne du dollar où la monnaie appartient au marché et pas à l'État. Les États-Unis ont choisi de laisser le marché innover. Et la plus grosse innovation dans le domaine de la finance à l'heure actuelle, c'est la finance décentralisée, aussi appelée DeFi. Aujourd'hui, la DeFi représente plus de 130 milliards de dollars en valeur bloquée, alors qu'elle était presque inexistante avant 2020, et que le volume de stablecoins échangés a été multiplié par 100 depuis janvier 2020. Si vous êtes débutant, que vous voulez apprendre à investir en crypto-monnaie et faire des transactions en utilisant la blockchain, vous avez accès à un guide gratuit qui explique en détail, capture d'écran par capture d'écran, comment procéder. Vous avez aussi accès à crypternon.com qui contient plus de 200 articles de formation sur la finance décentralisée. Les liens sont en description. Il faut savoir aussi que la DeFi tourne déjà en dollars, même en dehors des États-Unis. Dans la dernière vidéo, j'ai mentionné l'EURC comme stablecoin pour donner un exemple en euros, mais en réalité il est très peu utilisé. À l'heure actuelle, 99,8% des stablecoins en circulation suivent le cours du dollar. Et les US ont pour objectif de s'assurer que le dollar reste la monnaie centrale de la DeFi. Mais pourquoi est-ce que les US veulent autant promouvoir le dollar dans la DeFi alors que ça pénalise leurs banques privées et leurs entreprises de réseau de paiement comme Visa ou Mastercard? Ils le font déjà par idéologie, parce qu'ils sont pour un libéralisme sans intervention de l'État dans les marchés privés, mais surtout parce que les stablecoins rapportent beaucoup au gouvernement américain. Ils rapportent beaucoup au gouvernement américain parce que les entreprises qui émettent ces stablecoins doivent garantir la valeur des stablecoins qu'elles émettent avec du cash et des bons du trésor en réserve. Par exemple, les réserves de Tether et Circle contiennent plus de 60% de bons du trésor américain. C'est tellement significatif que Tether a été le 7e plus gros acheteur d'obligations américaines en 2024, devant des pays comme le Canada, le Mexique et la Norvège. Et plus cette demande pour les obligations est forte, plus les rendements que l'État doit offrir sont bas. Les bons du trésor fonctionnent comme n'importe quel actif sur un marché. Leur prix est déterminé par l'offre et la demande. Quand la demande explose, le prix des obligations monte. Et comme le rendement est inversement proportionnel au prix, ce rendement diminue. Pour vous expliquer un peu plus concrètement comment ça marche, imaginons un bon du trésor qui pèse 5 $ par an. Ses intérêts de 5 $ sont fixes. S'il est vendu 100 $, le rendement est de 5%. Mais si, à cause de la demande, son prix grimpe à 110 $, mais que les intérêts, eux, restent à 5 $, le rendement tombe à 4,5%. Donc, quand les entreprises de stablecoin achètent massivement des bons du trésor américains, ils font monter les prix de ces obligations et réduisent les rendements exigés par les investisseurs. Ça permet à l'État américain d'emprunter à moindre coût en versant moins d'intérêts pour le même montant emprunté. Donc pour résumer, si les stablecoins en dollars dominent la DeFi mondiale, alors la demande en obligations US augmente, ce qui permet aux États-Unis d'emprunter à moindre coût et donc de mieux gérer leur dette publique. Pour pousser cette stratégie, les États-Unis ont mis plusieurs choses en route. Du côté réglementaire, ils ont adopté en juillet dernier le Genius Act, qui établit le premier cadre fédéral américain pour les stablecoins adossés au dollar. Il impose des réserves couvrant 100% des tokens émis, donc par exemple, si Circle a émis 60 milliards de USDC, il doit avoir au moins 60 milliards de dollars équivalents en dollars liquides ou en obligations. Le Genius Act impose également des audits réguliers et l'interdiction des stablecoins algorithmiques qui, eux, ne sont pas adossés à des bons du trésor et qui ont par le passé montré des risques non négligeables de décorrélation de valeur avec le dollar. C'est notamment ce qui arrive au stablecoin UST qui a perdu son ancrage en mai 2022, provoquant des pertes de plusieurs dizaines de milliards de dollars pour les investisseurs. Ensuite, côté entrepreneurial, les projets stablecoin adossés au dollar se multiplient, notamment par des acteurs de la finance traditionnelle qui veulent pas rater le train. Ils le font également parce que c'est un modèle potentiellement très rentable et assez simple. Ils créent un jeton compatible sur différentes blockchains en échange de dollars, placent ensuite cet argent dans des obligations d'État qui rapportent des intérêts et gardent les gains sans avoir à en reverser. Tant qu'ils respectent les règles de sécurité et de transparence, c'est un système qui peut potentiellement rapporter beaucoup avec peu de risques. Le seul risque, c'est que les États-Unis fassent faillite et que les bons du trésor fassent défaut. Donc pour résumer, les États-Unis ne veulent pas d'un dollar numérique contrôlé par la banque centrale, ils veulent laisser s'organiser un écosystème de stablecoins en dollars qui domine la DeFi et leur permet de minimiser leurs dettes. Pendant que les États-Unis misent sur les stablecoins privés en dollars, l'Union européenne a fait un choix très différent. Elle veut reprendre le contrôle sur les moyens de paiement et éviter que les stablecoins en dollars ne deviennent la norme en Europe. Sa réponse face à ça, c'est l'euro numérique. Et l'idée derrière l'euro numérique, c'est d'offrir une version digitale de l'euro, émise directement par la BCE, utilisable par les citoyens pour les paiements du quotidien comme un équivalent numérique du cash.
À la différence près que c'est pas un actif programmable dans la DeFi comme un stablecoin, et il a un plafond et pas de rendement. Donc l'objectif annoncé, c'est surtout de ne pas dépendre des géants américains comme USDC ou USDT, d'éviter que les banques commerciales soient trop court-circuitées, et de proposer une alternative publique dans l'univers des paiements digitaux. Si vous voulez savoir plus en détail en quoi consiste l'euro numérique, je vous invite à regarder la dernière vidéo. Du côté de la réglementation, l'UE a mis en place en 2023 la loi MiCA. Vis-à-vis des stablecoins, MiCA contient globalement les mêmes exigences que le Genius Act, avec contrôle des réserves équivalentes et interdiction des stablecoins algorithmiques, mais il y a une différence majeure qui est que MiCA limite l'usage des tokens non émis par des banques à 200 millions d'euros ou 1 million de transactions par jour. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Imaginons que vous êtes fondateur d'un projet de stablecoin. Vous créez une entreprise qui veut lancer une crypto-monnaie indexée sur une monnaie fiat. Vous avez deux choix, vous pouvez émettre votre stablecoin depuis les États-Unis ou depuis l'Union européenne. Dans le premier cas, vous êtes aux États-Unis, vous vous enregistrez comme émetteur, vous collatérisez votre token avec du cash et des bons investisseurs américains, vous respectez les règles de transparence et vous êtes libre de croître. Quel que soit votre volume, rien ne change pour vous tant que vous restez conforme sur les réserves et les rapports nécessaires. Dans le second cas, vous êtes en Europe et vous lancez un stablecoin. Vous devez respecter les mêmes exigences de collatérisation, et tant que vous restez sous 200 millions d'euros en circulation et 1 million de transactions par jour, tout se passe bien. Mais dès que vous franchissez un de ces deux seuils, vous devez immédiatement changer de statut. Vous basculez dans une supervision par la Banque Centrale Européenne. Ça veut dire qu'on vous impose des fonds propres beaucoup plus élevés à mobiliser, des règles de gouvernance spécifiques, des rapports détaillés à produire, des contraintes sur la structure juridique, et potentiellement des limitations supplémentaires d'usage. En gros, de la bureaucratie ultra contraignante. Et ces mesures, c'est un frein volontaire au marché des stablecoins. Mais alors pourquoi ? L'Union européenne fait ça parce qu'elle veut éviter qu'un stablecoin privé en euros ne prenne trop d'importance face à la monnaie officielle. L'idée derrière ça, c'est que si trop de personnes utilisent un stablecoin en euros, la Banque Centrale Européenne pourrait avoir plus de mal à contrôler la quantité d'argent en circulation, et ça rendrait ses décisions comme la hausse ou la baisse des taux d'intérêt moins efficaces pour agir sur l'inflation et l'économie. En plus de ça, si les gens préfèrent les stablecoins au compte bancaire, ça veut dire aussi que les banques perdent des dépôts, donc moins de prêts potentiellement pour le système bancaire classique. En limitant la croissance des stablecoins privés, l'UE veut protéger son projet d'euro numérique encore en développement et limiter la fuite de la liquidité des banques privées. Maintenant qu'on a vu ce que font les États-Unis et ce que fait l'Union européenne, on peut se poser la vraie question, est-ce que la stratégie européenne n'est pas déjà condamnée à l'échec ? On l'a vu dans la dernière vidéo, l'euro numérique n'est pas du tout un concurrent sérieux face aux stablecoins. Il a un plafond, pas de rendement, pas d'intégration dans des contrats intelligents, et les stablecoins en dollars sont de toute façon accessibles à tous puisque la finance décentralisée repose sur des blockchains accessibles mondialement. L'UE ne peut pas imposer des frontières à des réseaux qu'elle ne maîtrise pas. Donc n'importe quel particulier, commerçant ou entreprise bien informée risque de préférer un stablecoin bien plus performant. Et si les stablecoins les plus en place et les plus liquides sont en dollars, alors l'UE risque de perdre très gros. Les stablecoins euros existants à l'heure actuelle, comme EURC et EURS, sont en retard d'adoption et ne peuvent pas dépasser certains seuils sans subir des contraintes réglementaires ultra contraignantes, ce qui ne facilite pas du tout leur développement dans la DeFi. Il faut comprendre aussi que les contrats intelligents vont permettre de supprimer des intermédiaires coûteux, automatiser des opérations complexes, réduire des délais de traitement de plusieurs jours à quelques secondes, offrir une transparence que les banques ne peuvent pas égaler, et ces contrats, ils fonctionnent avec des stablecoins et pas une monnaie numérique. On se dirige vers une transformation complète du secteur de la finance, mais aussi la tokenisation des actifs du monde réel, comme l'immobilier, qui sera fractionnable grâce aux NFT, et qui rendra l'immobilier beaucoup plus liquide. Je pense aussi aux matières premières, aux obligations d'État, aux actions, qui sont déjà échangeables sur Solana, par exemple, mais aussi les secteurs des transports pour des remboursements automatisés, de l'art, de la supply chain, des assurances, qui ont énormément de processus automatisables avec des contrats intelligents. Et l'UE l'a probablement soit mal compris, soit sous-estimé. L'UE semble s'acharner à limiter la casse de son secteur bancaire privé, qui va de toute façon être affaibli par les nouvelles technologies. C'est pour ça qu'elle bride son euro numérique et pose des barrières à l'entrée élevées qui empêchent les initiatives de stablecoin euro de se développer. Une meilleure stratégie aurait probablement été d'encourager des stablecoins en euros, adossés à des obligations de pays de l'Union européenne, pour mieux maîtriser la dette publique. Avec sa stratégie actuelle, elle prend le risque de pousser les utilisateurs européens vers les stablecoins en dollars. Donc il y a a priori plusieurs choix possibles pour l'UE. Soit elle continue sur cette politique, mais elle a très peu de chances de rivaliser face à tous les avantages de la DeFi, soit elle tente un contrôle autoritaire d'interdiction des stablecoins, ce qui serait impossible sans interdire toutes les cryptos et qui serait très liberticide. En plus de ça, ça priverait la population de solutions beaucoup plus efficaces et briderait les entreprises qui seront limitées dans l'utilisation des contrats intelligents. Soit elle change de cap en poussant les stablecoins euros plutôt que l'euro numérique et essaye de faire en sorte que l'euro soit compétitif dans la DeFi. Parce qu'actuellement, ce qui risque d'arriver, c'est que la finance décentralisée va avancer sans elle. Et que ce sont les États-Unis, avec leurs stablecoins en dollars, qui vont récolter tous les bénéfices. C'est-à-dire influence monétaire, contrôle de la dette et domination sur le domaine le plus porteur de la finance mondiale.